Merci pour ces échanges. Merci. On a vu un certain nombre de points et le mot est revenu un certain nombre de fois ce matin sur les fonctions d'une maison des associations. Donc je vous propose d'ouvrir ce grand volet, la fonction, et de commencer par une des plus importantes. En tout cas, c'est moi qui le dis, vous me confirmerez ou pas. C'est la question de l'accompagnement. Donc on va commencer par une petite vidéo. Je vais en profiter pendant la vidéo pour demander aux prochains témoins de venir me rejoindre. Patrick Gerbet, s'il te plaît, Renaud Drouy et Nicolas Langlais. On lance la vidéo, vous venez, et puis on enchaînera ensuite sur vos témoignages. Oui, un petit mot pour introduire la vidéo, puisque nous la diffusons, elle a été réalisée par une structure qui s'appelle Interface, comme vous voyez sur la diapositive, qui a travaillé dans le Nord, dans la région de Lille, avec plusieurs NDA du RNMA sur définir ce qu'est ce métier. Et c'est une vision à laquelle voilà, on s'y retrouve pas mal au sein du réseau, et auquel cas on souhaitait vous la relier pour... voilà, elle est très pédagogique, je vous laisse la découvrir. Au fait, Sam, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Moi, je fais plein de choses. Je suis celui qui répond aux questions sans réponse, qui résout les problèmes insolubles, celui qui ouvre les portes que l'on pensait fermées. En gros, j'aide les gens à construire des projets. On analyse le terrain, on structure, on trouve les bons outils, puis on monte les projets et on vérifie qu'ils tiennent debout. Pour faire ça, je dois me tenir au courant de toute la législation en vigueur. Je connais les normes, les lois et les agréments qui peuvent servir à défendre une belle idée. Souvent, je reçois des gens motivés. Je les écoute et je les aide à mieux se connaître. J'analyse avec eux les points forts et les points faibles de leur travail pour qu'ils puissent donner des ailes à leur projet. Je suis là pour canaliser leur énergie et gérer leur stress, mais aussi les relever quand l'énergie s'essouffle. Je les coach pour qu'ils gardent le rythme tout au long du développement de leur projet. Peu importe le sujet, nous développons ensemble de nouvelles compétences. Je reste toujours à l'affût, prêt à trouver de nouvelles pistes. Pour les aider, je déterre des informations et des ressources dans des endroits où personne d'autre ne penserait chercher. Je leur apprends aussi à présenter leurs idées à des partenaires et à développer leur réseau pour que chaque projet puisse rencontrer son public. Waouh! Tu m'as dit que c'était quoi comme métier? Moi, je suis accompagnateur. Alors, on va commencer par Patrick. Patrick, tu vas nous présenter un peu la façon dont tu fonctionnes au niveau de la MDA de Strasbourg sur l'ensemble des outils et comment l'accompagnement dans les outils que tu m'empêches se développe. Merci Bruno. Alors j'ai fait non pas les slides mais les dias. J'en ai fait 3 et ce qui m'intéressait c'était particulièrement sur la fonction donc soutien à la vie associative. Alors en fait quand je dis ça, j'ai marqué accompagnement les dirigeants bénévoles, mais en fait, à la base, quand les gens viennent nous voir, ils disent je veux créer un projet associatif. Et très souvent, finalement, la première chose qu'on fait, c'est ce que vous retrouvez, c'est écouter, c'est décrypter. Et finalement, quand on gratte un peu, on se rend compte parfois que ce n'est pas une association qui veut le faire, tout simplement. C'est certes un projet, mais ce n'est pas forcément un projet associatif. Donc ça, c'est la première dimension importante que nous avons dans notre centre de ressources. Donc on a une collègue dédiée à cette fonction. On a près de 1300 sollicitations par an, ce qui est quand même pas mal. Et sur sollicitations, comme dit, ce n'est pas que des fonctions associatives, ce n'est pas que des projets associatifs, c'est finalement des projets qui sont parfois même pas collectifs, qui sont des projets individuels. Donc, première chose, écouter, décrypter, et ça me paraît important, reformuler. Et je mettais derrière orientation en dernier, parce que très souvent, effectivement, il nous paraît important dans la maison des associations de renvoyer sur la bonne personne, le bon service qui sait effectivement prendre en charge ce projet. Informer, documenter, c'est quelque chose d'essentiel parce que finalement, quand les gens viennent nous voir, c'est d'abord, c'est un projet qui mérite effectivement derrière un accompagnement. Et nous, clairement, on n'a pas les moyens dans notre maison de l'association finalement de l'accompagner dans le temps. On a vu à l'instant une petite vidéo, on parlait d'accompagnateur. Accompagner, c'est pas faire du ponctuel, c'est vraiment être présent du début jusqu'à la fin. Nous, on ne peut pas, on n'a pas les moyens financiers à la maison de l'association pour faire de l'accompagnement de projet. On se situe plus dans ce qu'on appellerait le conseil. Et le conseil, précisément, chez nous, c'est presque plutôt du conseil méthodologique.
Alors c'est vrai que les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous disent, le porteur de projet, on voudrait du conseil juridique. Comment rédiger les statuts, comment ça se passe dans la fiscalité, comment ça se passe dans la comptabilité, ou alors c'est où trouver la bonne adresse pour finalement se faire financer le projet. Notre conseillère à la vie associative, son rôle à elle, c'est clairement de comprendre la demande, d'essayer effectivement de travailler sur la méthodologie, effectivement, de sorte de reconstruire, de décrypter et d'orienter sur le bon projet. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas faire de l'accompagnement de projet. On a des structures sur le territoire, et on le verra tout à l'heure quand j'en reparlerai dans la dia 2, sur la notion de réseau. Il est important effectivement qu'on puisse derrière renvoyer sur la bonne personne. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on puisse s'inscrire dans cette dimension-là, ne pas laisser tomber le projet, mais pas forcément faire de l'accompagnement, mais faire un conseil dans le temps, et réinviter la personne à revenir une fois, 2 fois, 3 fois, mais ce n'est pas de l'accompagnement de projet, c'est du conseil. Et puis, on pousse beaucoup à la formation. On a travaillé, comme d'autres maisons des assos, sur la mise en place d'actions de formation qu'on fait sur le territoire. Et c'est vrai que ces formations en destination des bénévoles, on a monté pas mal d'actions en présentiel. On a vu qu'à Amiens faisait des formations via l'Internet. Nous, c'est plutôt effectivement une dimension présentielle qui est importante. Pourquoi ? Parce que on considère que la dimension échange, on a parlé beaucoup de ça ce matin, la dimension d'échange effectivement qui peut exister entre projets, entre structures est importante. Et donc effectivement, le présentiel pour moi reste quelque chose d'important, quoi. Du coup, je propose qu'on passe à la dia 2. Alors, comment agir au mieux dans et en dehors de nos murs? Alors, c'est essentiel, je le disais à l'instant, moi je suis un passionné des réseaux, je crois que beaucoup à la dimension réseau, c'est notre job premier, c'est de voir comment effectivement on peut repérer sur le territoire, nous on sommes sur l'échelle de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole, mais n'empêche que, effectivement, on a parlé un peu des DDVA ce matin, un peu une carence des DVA, un peu de carence des Maya ou des BABA ou tout ce qu'on veut, fait qu'on se retrouve finalement à avoir des porteurs de projets qui viennent de très loin, de 80 à 100 km. Et donc c'est important qu'on puisse derrière effectivement trouver des points relais. Et donc la dimension réseau est importante. Bien identifier, c'est notre premier job dans la maison des associations, c'est d'identifier les personnes ressources qui existent sur le territoire avec les différentes portes d'entrée, soit en compétences, soit par thématique, effectivement, culture, sport, ainsi de suite, parce que ça nous paraît important. Donc on a monté un gros répertoire des personnes ressources. On travaille beaucoup en articulation avec notre ancien réseau qui s'appelle Réseau Sarah, soutien à la vie associative en région Alsace, qui est devenu et qui s'est marié avec le mouvement associatif. Et c'est vrai que c'est important qu'on puisse effectivement travailler sur ce répertoire des personnes ressources. Ça me paraît fondamental dans une maison des associations de pouvoir travailler en réseau, d'identifier, de travailler en réseau. Deuxième dimension, c'est de trouver des partenaires locaux pour agir chez nous, dans notre maison. On a monté pas mal de partenariats avec des gens très divers, que ce soit du secteur public ou du secteur privé. Alors public, ça peut être la maison du barreau, ça peut être les experts comptables, ça peut être la direction des services fiscaux, ça peut être l'URSSAF, et puis ça peut être des partenaires privés divers et variés. Toujours en dimension de service public, par contre, on y tient particulièrement, c'est-à-dire que ce n'est pas une dimension payante, c'est une dimension gratuite. Nous, on considère derrière que il faut que les personnes puissent trouver les bons experts. Par contre, on travaille beaucoup sur un cahier de charge, c'est-à-dire clairement derrière, on n'est pas dans une démarche commerciale. C'est-à-dire que derrière, on ne va pas aller voir le banquier qui va répondre et qui va ouvrir le compte. Non, on est bien là et on fait un cahier de charge avec nos experts qui interviennent. On en parlait avec Renaud tout à l'heure. C'est clairement un cahier de charge où on dit clairement les personnes qui interviennent ne vont pas vendre derrière de la prestation, ainsi de suite. C'est clair et c'est précis. Donc on a quand même une vingtaine d'experts comme ça qui interviennent et ça nous permet finalement de démultiplier nos actions de conseil. Une autre dimension, c'est faire reconnaître comme lieu ressources. Alors c'est vrai que nous, on a choisi d'être CRIB, Centre de ressources et d'information des bénévoles. On pourrait effectivement imaginer autre chose. On travaille là en ce moment, on est en train de réfléchir à la politique de la ville aussi. Clairement aujourd'hui, ça nous paraît important aussi parce que finalement, chaque fois, on pense qu'une maison d'association est connue par tous. Je pense que vous avez tous cette image-là. Et on se rend compte finalement quand le porteur projet qui arrive et qui dit non, je ne vous connaissais pas avant, je ne savais pas que vous existiez. Et pourtant, il est évident pour nous que on est un lieu incontournable, n'est-ce pas? Les maisons d'association sont des lieux incontournables. Et finalement, on se rend compte chaque fois régulièrement que on n'est pas connu et qu'il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas. Donc c'est important qu'on puisse se faire connaître et se faire reconnaître. Et puis, je voulais terminer mon intervention. Alors du coup, Carole, 10 minutes. J'y arrive. Je voulais passer par des exemples d'actions. Alors d'une part, il me paraît essentiel dans une maison d'association d'avoir une personne dédiée à la fonction conseil. Donc nous, on a clairement mis une personne là-dessus. On n'a pas souhaité sous-traiter. On a souhaité vraiment que cette personne soit une salariée de la maison
parce que ça nous paraissait important de l'inscrire dans le temps, de l'inscrire dans une dimension essentielle, on en a peu parlé aujourd'hui, c'est la dimension d'évaluation, on parlait d'observation. Moi, je travaille beaucoup sur la dimension d'évaluation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Modalisa, qui est un logiciel d'enquête pour la partie observatoire. Nous, on utilise Modalisa pour la partie évaluation. Et c'est essentiel parce que ça nous permet effectivement, clairement, de décrypter les demandes, de travailler sur l'analyse dans le temps. C'est important aussi pour construire les actions qui vont effectivement être construites derrière. Les actions collectives, comme des soirées d'information. On en fait environ 1 à 2 par mois. Et puis on est sur un nouveau concept qu'on est en train de monter, ce qu'on appelle les soirées d'info multi-info. En clair, c'est un nouveau concept qu'on est en train de monter qui, en gros, on trouve 4 experts, par exemple, sur une soirée, un animateur. On installe un expert à une table, on met 15 personnes autour, et c'est l'expert qui tourne et qui fait finalement ce qui fait que les porteurs de projets rencontrent 4 experts dans la soirée sur 4 thématiques différentes, avec des questions-réponses, ce qui fait qu'on est clairement dans une dynamique très opérationnelle. Et on parlait tout à l'heure de la dimension co-construction de projet. Ben là, on travaille sur la co-construction, parce que les gens se rencontrent, échangent, et ça, pour nous, c'est important. Et puis, on a cette fameuse dimension, par contre, de l'expert individuel gratuit qu'on rencontre, la journée multi-conseil, on en fait 4 par an. Ça marche très bien, je ne vous le cacherai pas. On pourrait en faire plus, on limite à 4. C'est clairement l'occasion pour chaque porteur de projet de venir voir un expert, mais en passant toujours par notre personne ressource qui est le centre de ressources. C'est-à-dire en clair, la personne du centre de ressources va décrypter la demande et réorienter sur le bon expert. On revient à la première dimension que j'avais mis dans la première dia, bien comprendre, bien formuler, bien réorienter. Les actions formation, alors on est comme d'autres à se dire comment monter au mieux les actions de formation le moins cher possible pour nos dirigeants bénévoles. On galère de plus en plus, on a un financement région, je ne vous cacherai pas que je rencontre la région vendredi, c'est-à-dire demain finalement, sur des questions de marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos financeurs ont tendance à assimiler la formation des bénévoles comme un marché, on se bat contre, mais c'est vrai que c'est pas évident, et je pense qu'il est important de l'inscrire dans le temps, en complément de ce que peut exister dans la FDVA pour les têtes de réseau. Je crois qu'il faut travailler effectivement cette dimension, je parlais de réseau, comment faire que l'offre soit la plus large possible, la plus complète possible. C'est aussi notre rôle en tant que maison de la sauce de veiller à ça. Et puis, j'aime bien moi innover aussi, et là on est sur, je pense que vous avez entendu parler de cette histoire qui est le Tour de France avec les experts comptables. Peut-être certains d'entre vous ont été sollicités. Et clair, là c'est une dimension importante, c'est-à-dire que de temps en temps, mais ça peut arriver avec l'URSSAF, ça peut arriver avec plein d'autres, nous sommes sollicités par finalement des partenaires publics ou presque publics, puisque pour moi les experts comptables sont dans une dimension un peu publique en tant qu'ordre, où clairement ils nous sollicitent en disant tiens, on serait prêt à venir rencontrer les assos, à faire des ateliers, des soirées d'infos, des conseils. On a parlé du cahier de charge, c'est important cette dimension de gratuité, cette dimension de neutralité, mais si on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des experts qui viennent gratuitement, il ne faut pas s'en priver, il faut les prendre. Et nous on a fait le choix là en novembre de faire effectivement des plénières et des ateliers avec des experts comptables. On a même profité de l'opportunité pour le vendre entre guillemets à nos petits copains du département à côté, pour dire si vous voulez le faire, c'est bien. Et donc n'hésitez pas à mettre en place ces ateliers qui sont proposés par des partenaires publics. Et puis pourquoi pas monter des permanences conseils avec des experts comptables, avec la maison du barreau, avec plein d'autres. Et ça me paraît important. Si on peut l'inscrire dans le temps avec un vrai cahier de charge, et je terminerai par ça, nous devons être vigilants à ça, effectivement, qu'on s'inscrit bien à une dimension non commerciale, et qu'on l'inscrive dans le temps. Pour moi, c'est essentiel que la qualité soit là dans le temps, et si on réussit ça, je crois qu'on a réussi notre fonction d'accompagnement. Merci Patrick. Je vais passer la parole à Renaud en lui posant une question. Renaud, comment la MDA de Bourg-en-Bresse, sur le territoire de Bourg-en-Bresse, mais nous l'avons compris tout à l'heure sur le territoire du département, accompagne les associations et les nouveaux publics? Et qu'est-ce que ça induit derrière? Alors, bonjour à toutes et à tous. J'étais peut-être en introduction dire que j'étais sensible à certaines choses qui ont été dites, heureusement, tout à l'heure, en particulier sur les questions liées à aujourd'hui on crée une maison des associations et dans 10 ans et dans 15 ans, c'est quoi la place des associations, c'est quoi la place des publics, à un moment donné, comment les choses elles vont vivre ou pas. Je le dis tout simplement parce qu'en fait, donc je suis directeur de l'AGLCA, Agence pour la gestion, la liaison et le conseil aux associations, qui est donc la maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse, et qui fait ses 51 ans. Donc voilà.
né au départ en fait de la volonté des associations, des habitants, mais aussi des collectivités pour répondre à des besoins qui n'étaient pas couverts à l'époque. Par aussi bien les collectivités, mais aussi les associations, et également par tout ce qui est de l'économie marchande. Par exemple, on a été au départ sur tout ce qui était éducateur de rue. Aujourd'hui, on n'y est plus. On a géré des bibliothèques. Aujourd'hui, on n'en gère plus. Mais aussi, on a mis en place un service audiovisuel dans les années 70, parce qu'il n'y avait pas de réponse à des besoins des associations en particulier, pour avoir du matériel pour sonoriser leur assemblée générale ou pour des événements. On n'a jamais eu la prétention, j'allais dire, de gérer à vie en fait ces services-là. C'est qu'à un moment donné, où la collectivité souhaite reprendre le service, la bibliothèque est devenue une médiathèque municipale. Nous avons transmis en tout cas cet élément. C'est la même chose en fait au niveau, je parlais du secteur marchand, puisque en 2007 par exemple on a décidé de fermer notre service reprographie parce que effectivement sur le territoire de Bourg-en-Bresse il y avait des services de photocopie qui existaient et de reprographie, et donc voilà, c'est vraiment dans cette démarche là, c'est qu'à un moment donné je dirais on est des passeurs, mais on n'est pas là pour des détenteurs à un moment donné de services qu'on va mettre en place et puis qu'on va décider de garder ad vitam aeternam. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait on a géré on a eu trois missions qui étaient de gérer en fait des locaux, à peu près 7000 m² sur Bourg-en-Bresse, au service des associations et des habitants. Des locaux, alors c'est des bureaux d'associations, puisqu'on accueille aujourd'hui à peu près 71 associations, voilà, mais aussi des salles de réunion et puis des salles de quartier qui servent aussi bien pour les associations que pour les habitants de la ville. On a eu ensuite, petit à petit, s'est rajouté en fait à cette mission un service qui était une réponse technique, on va dire, aux besoins des associations, donc qui s'est traduit, j'en ai parlé, l'audiovisuel, service reprographie, d'autres, un service paye, la collègue de Quimper en parlait tout à l'heure, mais effectivement un service paye également qui répond à des besoins des associations, et puis d'autres services boîte aux lettres, etc., etc. Voilà. Et c'est rajouté, j'utilise exprès ce terme de rajouter à chaque fois, à cette deuxième mission, en fait, ce deuxième service, on va dire, tout un pan qui est tout ce qui est autour de l'accompagnement à la vie associative, dont vient de parler Patrick Gerber, donc avec un service vie associative, un point d'appui, ce qu'on appelle nous dans notre jargon effectivement un point d'appui à la vie associative, et puis également un service d'État, un dispositif d'État qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement, qui s'adresse particulièrement aux associations employeurs. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'en fait, à un moment donné... On te le demande. Ah non, mais j'attendais que tu poses la question, Bruno, c'est pour ça. Tout ça pour dire qu'effectivement, on s'est posé la question en 2012 en fait, au niveau de l'association, on s'est posé la question de notre projet associatif et de ce que l'on faisait. Cette juxtaposition, on va dire, de services ne répondait plus, et c'est le constat qu'on a pu en faire, aux besoins des associations, qui elles nous demandaient en fait, on a parlé de transversalité tout à l'heure. Voilà, elle demandait de la transversalité, elle demandait de la mutualisation, elle demandait aussi de la coopération. C'est un autre élément quand même important. Il y avait également des ressources, on le sait bien, qui disparaissaient. D'autres éléments de territoire, la loi NOTRe, etc., qui ont fait que notre environnement et l'environnement des associations ont changé et que les besoins des associations ont changé en profondeur. Deuxième élément en fait qui a fait qu'à un moment donné on a un peu été bousculé, c'est le fait que la ville de Bourg est venue nous voir en disant
Oui, il y a une photo de la GLCA, mais celle-là, elle est belle. C'est que, en fait, vous êtes dans un bâtiment des années 70, il serait peut-être temps que vous changiez, etc. On vous propose de construire un bâtiment, on n'a pas dit non. On n'a pas dit non. Mais du coup, avec des enjeux forts, importants, pas pour la GLCA, hein, mais bien pour les associations qui sont présentes aujourd'hui et qui gravitent autour de la GLCA, qu'on s'entende bien. Donc, du coup, ça a été l'occasion, effectivement, pour nous de revisiter ce projet associatif. Et nous, c'est les associations, c'est le conseil d'administration, c'est pas que les associations présentes au conseil d'administration, mais ce sont les associations, le conseil d'administration, les salariés, et puis on va dire notre environnement qu'on peut connaître. On a souhaité que la ville de Bourg, par exemple, participe à notre projet, mais également le département, puisque nous intervenons effectivement plutôt sur le département de l'Ain. Et il se trouve que notre projet a dégagé des grands axes, je vais vous en faire grâce, mais en tout cas qui tiennent compte, je pense, de l'évolution en fait de la vie associative, en particulier sur les questions de citoyenneté, puisque du coup, dans le cadre de ce projet, on a décidé de mettre en place de la veille par rapport à tout ce qui était innovation citoyenne sur les territoires. On a tous effectivement écho de choses qui se passent sur les territoires qui sont plutôt positifs, mais c'est comment à un moment donné on les retraduit positivement, on informe, quoi, on fait remonter ces informations. Voilà, c'est ce qu'on appelle nous, là aussi c'est notre jargon, des bonnes pratiques. Et à un moment donné, comment effectivement on va pouvoir donner une visibilité à ce qui peut se faire comme ça sur des territoires, sur un quartier, dans une rue. Voilà, il y a des choses qui se passent aussi, des collectifs, etc. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, c'était lié aux nouvelles formes d'engagement. Je vous renvoie à nos journées nationales de Montreuil, qui avaient lieu au mois de juin dernier. Non, je vais en parler parce que tout le monde n'était pas présent. Où effectivement on voit que les formes d'engagement qui étaient traditionnelles dans les associations aujourd'hui, ce qu'on a pu constater et faire remonter lors de ces journées, c'est qu'aujourd'hui on a des formes d'engagement qui prennent en fait des formes très très différentes et qui ne se font pas que dans les associations. Sur de l'institutionnel, les conseils citoyens, il y a des citoyens, des habitants qui vont s'engager, voilà, mais ils ne sont pas dans une association. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des collectifs informels. On est 3, 4, 5, on a un projet, on va le porter, mais on ne veut pas se monter en association. Voilà. Et puis, troisième élément de notre projet, c'est la question de l'économie sociale et solidaire. À un moment donné, dans nos statuts, on accompagne en fait les associations et les bénévoles d'associations. On est en train, parce que c'est encore un chantier en cours, j'ai oublié de le préciser, on est en train de retravailler nos statuts pour en fait arriver à un accompagnement de porteurs de projets collectifs, mais qui ne sont pas forcément sous forme associative. Et l'objectif n'étant pas qu'ils se mettent en association. C'est pas dans 2 mois je veux que vous ayez monté vos statuts, machin, déclarés, etc. Non, pas du tout. C'est que voilà, ça nous... donc ça, c'est vraiment les 3 axes importants liés à notre thématique qui nous intéressent là aujourd'hui. Il y en a d'autres, je vais vous en faire abstraction. Tous ces éléments, en fait, en 2 minutes, nous ont amené à réinterroger en fait beaucoup de choses au niveau de la GLCA et de ses pratiques. On s'est rendu compte en fait que ça percutait, j'en ai parlé, les statuts, effectivement, nos statuts, mais notre fonctionnement, ça percute la gouvernance. À un moment donné, comment on peut laisser une place, effectivement, des groupes informels dans la gouvernance d'une association. Voilà, donc nous on est parti sur la création de différents collèges, un collège association, syndicat que l'on a aujourd'hui, mais à côté un collège d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a travaillé avec une coopérative d'activité et d'emploi, pour vous dire, une CAE. Donc sur ce sujet-là, c'est qu'on n'a pas vu ça que dans notre propre petite fenêtre. Et puis on a un collège qu'on a intitulé collège collectif et habitant. Voilà, donc un peu plus ouvert, chose que l'on n'avait pas aujourd'hui. Si ça percute la gouvernance, ça percute également notre organisation au sein même de la GLCA, alors l'organisation des salariés en particulier.
On était et je vous l'ai dit, très juxtaposés. On souhaite aujourd'hui mettre beaucoup plus de transversalité, c'est-à-dire de travailler entre services, et que la porte d'entrée, quand on parlait d'accompagnement tout à l'heure, la porte d'entrée, ce soit vraiment l'accueil, le premier accueil, pour nous, pour Patrick Gerbert aussi. Je pense que je dis, et je ne me tromperai pas, le premier élément, c'est l'accueil, quoi. C'est comment on décrypte effectivement la demande qui est en face, vers qui on va orienter le mieux, comment on va la comprendre et vers qui on va orienter, en interne ou en externe. Mais en tout cas, on a travaillé cela, c'est que l'accueil en fait des personnes qui viennent nous rencontrer, c'est le premier contact. C'est central par rapport à notre projet aujourd'hui. Et oui, il faut que j'aille vite, je sais. C'est pas que vite, c'est que c'est fini. Enfin, troisième et dernier élément. Je vous l'enverrai un jour chez vous, vous verrez. C'est bien sûr tout ce qui est lié en fait aux missions, aux fonctions et la posture des accompagnateurs, des chargés de mission, et pas que, parce que j'ai parlé de l'accueil, mais c'est aussi des personnes qui sont à l'accueil. Et donc il va demander en fait de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, mais aussi de nouveaux savoir-être que l'on n'a pas aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fait, déjà, nous n'avons pas chargé de mission du point d'appui, ça n'existe pas. Hein on n'a pas une définition métier, voilà, ça n'existe pas aujourd'hui. Et puis c'est surtout qu'en fait, et vous l'aurez compris, c'est en pleine évolution. Notre métier aujourd'hui, ce que l'on faisait il y a 10 ans ou 15 ans, c'était du conseil. On est aujourd'hui sur de l'accompagnement. Demain, ce sera effectivement une ouverture sur de nouveaux publics en particulier. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on est en train de construire, sur lesquelles on est en train de réfléchir. On y réfléchit avec nos collègues de points d'appui à la vie associative sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire une vingtaine de points d'appui, parce que on pense aussi que, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problématiques, les mêmes questions, les formes d'engagement, les territoires, etc. Et que, à plusieurs, on avait la possibilité de pouvoir répondre à toutes ces questions. Merci Renaud, je te remercie, même si tu es un peu dépassé. Merci, tu as commencé à aborder un point qui va être le sujet suivant, c'est la question de l'évolution de la participation citoyenne, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on travaille sur ce sujet et que ce sujet est pris d'une façon ou d'une autre par un certain nombre d'entre nous. Il y a eu la loi de 2002 sur la démocratie participative, l'évolution de la politique de la ville en 2014 sur la création des conseils citoyens. On va demander à Nicolas, qui est le directeur du CRAP DSU de Boulogne-sur-Mer, de nous parler de son expérience autour de cette participation citoyenne qui est absolument intéressante. Tu vas peut-être nous préciser ce que veut dire CRAP DSU. Ah oui, bon, très vite, bonjour. DSU Développement Social Urbain, donc c'est une association de loi 1901 et qui gère un centre de ressources aux associations boulonnaises, donc, et qui gère entre autres une MDA, une maison des associations. Voilà, vite fait. Donc Boulogne, tout au nord, tout là-haut, au pays où il fait toujours beau. C'est pour nos amis de Marseille la fois dernière. Donc voilà, donc sur cette participation, oui, en plus je suis chef de la politique de la ville pour la commune de Boulogne-sur-Mer, qui a la particularité de l'avoir confié à une association, cette gestion de la politique de la ville, et tout ce qui va avec, les conseils citoyens et tout ça. Et en fin de compte, cette nouvelle participation, ces nouvelles formes d'engagement, c'est né aussi, on a vu nos pratiques changer, comme disait Renaud. À un moment donné, il y avait dans le centre de ressources à la vie associative une réelle volonté des associations de pouvoir accéder à une culture du numérique. Alors site internet, réseau Facebook, savoir utiliser comme on a vu des Prezi, des PowerPoint et tout ça. Et on s'est dit pourquoi pas mettre en place un lieu dédié à ça sur la pratique et l'acquisition de compétences numériques. Pourquoi pas, on avait et des compétences au niveau des salariés et aussi au niveau du matériel. Il nous fallait un lieu. Le lieu, on l'avait trouvé parce que Boulogne a un nouveau quartier rentré en politique de la ville, en plein centre-ville, avec des cellules commerciales qui étaient un peu à l'abandon, à la frange. On s'est dit, voilà, il y a ce qu'on appelle le passage Chiblequin, qui est la jonction entre deux quartiers, un quartier petit de la ville, un quartier en veille, avec une petite placette. On s'est dit, ce serait bien il y a de la surface de mettre en place une vitrine
pignon sur rue sur du numérique, donc on y installe ben voilà nos PC, nos imprimantes 3D. C'est vrai que ça attire du monde parce que c'était nouveau, hein. On aurait pu y installer une yourte, peut-être ça aurait pas autant fait plaisir aux gens. Non, ben voilà, donc nos donc nos projets, voilà, de la yourte, on est passé à ce côté numérique, imprimante 3D qui tournait en vitrine. Et puis aussi, c'est bien, il y a des gens qui viennent, on est très contents, et on va pouvoir y accrocher sur du conseil citoyen. Et très vite, on s'est aperçu que il y avait une demande autour du numérique de la vie associative, mais il y avait tous les gens des immeubles qui descendaient pour autre chose. Boire un café. Râler un peu sur la taille des haies qui n'étaient pas conformes, qui n'étaient pas au cordeau, au carré, ça allait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on en a marre, il y a toujours les gens qui viennent consommer de l'alcool là. Les chasser, c'est un peu embêtant, et il faudra peut-être leur expliquer qu'il faut pas consommer. Il y a des gens qui étaient de bonne foi, qui pensaient y aller. Tiens, c'est marrant, et tout d'un coup, ce lieu-là s'est transformé en un lieu qui nous a un peu échappé, d'un lieu autour du numérique, autour de la vitrine web des associations. C'est devenu un lieu de rencontre. On y a installé une CJS au départ, une coopérative jeunesse de service, qui n'était pas adaptée au territoire, donc on a fait une CJB, une coopérative jeunesse boulonnaise, comme ça on travaille toute l'année et avec des 15-25 ans. Voilà, on n'a pas le label, mais c'est pas grave, hein, c'est comme la Zumba, on n'est pas obligé d'en faire, on peut faire du sport. Et donc on s'est dit, tout d'un coup, il y a plein de gens qui viennent et qui ont des projets. Et on s'est dit, est-ce que la gouvernance de ce lieu-là, il n'y a pas un responsable de lieu, il n'y a pas un directeur, hein, mais que la gouvernance de ce lieu-là se fait en fonction du projet. Il y a un projet de faire quelque chose dans ce lieu, l'animer. Donc au départ, c'est parti simplement des disco soupes. Il faut animer le quartier, on en a marre, c'est un quartier qui vit pas, qui vit mal, on est la risée, on est décrit dans le journal comme quoi c'est un coupe-gorge, et voilà, il y avait un article dans le journal, la rencontre des poivreaux. Donc après c'est un peu stigmatisant, un peu ras-le-bol, déjà c'est pas évident quand on dit qu'on passe au passage Chiblequin, on fait t'as du courage d'y aller. C'est beau ce que tu fais, Nicolas, mais bon, c'est plus agréable que d'autres quartiers, plus bling bling, mais bon, c'est moins dangereux. Et on s'est dit, donc celui-là, ça va être un lieu où les projets vont se créer. Et chacun vient avec des compétences. Et à un moment donné, la CJB, la CJS, a permis de dire, on va faire un peu un mur des compétences. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources dans celui-là? Il y en a un qui sait dessiner, il y en a un qui sait coder, qui sait jouer de la guitare, qui sait peindre, qui fait des tableaux, qui sait faire ceci, cela. Et à un moment donné, justement, moi j'aurais bien faire un projet d'animer, faire une expo photo. Il faudrait faire un logo, un tract. Moi je peux, Romain qui avait 18 ans, moi je peux vous faire le logo, je sais dessiner, pourquoi pas, ça me plaît bien. Il était avec des personnes plus âgées. Et tout ça, maintenant, ce lieu-là est devenu un lieu, je peux pas dire qu'il y a un projet, il y a des projets. Je peux pas vous dire le projet qu'il y a aujourd'hui, si je peux vous le dire, demain je peux pas vous le dire, il y a après-demain encore moins, parce que ça va évoluer en fonction de. Et c'est ça qui est intéressant, et la difficulté, c'est que, à un moment donné, la visibilité où on va, c'est pas forcément évident, et aussi de convaincre parfois des élus de prendre le risque parce que de toute façon, c'est aussi des risques qu'il faut prendre. Il y en a un qui disait, il n'y a pas d'éducation sans risque, mais vraiment, il faut les calculer. Donc, on y va, on les prend. Et maintenant, ce lieu-là, c'est un mélange embryonnaire entre un tiers-lieu et un espace de coworking où des gens viennent, pour se poser 5 minutes, discuter un problème. Je sais pas, le coup, c'était une dame, facture EDF, elle y comprenait plus rien, et ainsi de suite. Et comment, à un moment donné, il y a de la ressource dans celui-là qui permet d'aller, Et de là, comment je peux participer à ton projet? Je pense toujours l'exemple de la petite dame du haut qui disait qu'il avait des problèmes de lire un document. Il y a un des jeunes qui l'aide à décrypter le document. Mais non, vous devez pas 34 000 €, c'est un héritage où vous allez. Donc replacer les mots. Non mais mine de rien, à force de devoir des sous, peut-être cette dame-là, vous voyez la lettre 34 000, ça y est, ils sont encore. Et donc la rassurer. Et spontanément, à ce moment, il y avait des jeunes qui voulaient faire une animation, une braderie autour de l'art. C'est proposé, allez, moi je fais les crêpes, je vais venir vous aider, je sais les faire, et tout d'un coup ça fait de l'animation. Donc on est passé sur des modes de projet, de gouvernance tout à fait différents, où je sais pas ce qu'il y a. Et le problème se pose, c'est le problème justement de ceux qui sont là aussi, des animateurs, parce qu'on a aussi des animateurs qui sont là pour aider parce qu'ils ont des spécificités, et de leur capacité aussi à corriger ou à revoir leur posture d'animation en disant, à un moment donné je suis dans cette posture, parce que je sais faire du codage, rentrer de la ligne de code, et tout d'un coup dans notre projet, c'est plus moi qui suis détenteur de ça, parce qu'il y en a, soit j'ai transmis ou il y a quelqu'un qui sait, et tout d'un coup je me retrouve, je sais pas, cantinière, et c'est moi qui dois faire les sandwichs.
Ça arrive, le coup, moi j'étais juste le chauffeur des jeunes de la CJS parce qu'ils n'avaient pas de permis, et c'est pas moi directeur du DSU, c'est que j'étais dans le projet parce que j'avais une compétence qu'ils avaient besoin, et donc ça interroge à chaque fois nos pratiques professionnelles, et la capacité aussi à les modifier sans cesse. Et après, se poser aussi dans ces modes de nouveaux projets qui émergent et ces formes d'autogestion, de la responsabilité, qui est la responsabilité, qui ouvre le local, qui le ferme. Est-ce que je peux faire confiance à tel pour ouvrir le local, le fermer? C'était tout ça qu'on travaille, et qu'on travaille continuellement, et on essaye aussi maintenant d'aller aussi présenter ça dans des centres de formation, parce qu'on se dit présenter ça dans des formations initiales, ce qui permet aussi peut-être de modifier ou corriger des pratiques, ou faire susciter l'envie de nouvelles pratiques à des gens qui vont arriver sur des postes d'animation ou de prise en charge de ces lieux-là. Et les conseils citoyens, sur ce côté-là de la politique de la ville, eux aussi ont décidé de ne pas se constituer en association, ils ne veulent pas, ils refusent, en disant parce que les conseils citoyens, normalement c'est sur des listes arrêtées, machin, il y a un arrêté en préfecture, on est fiché, on a un nom, on est conseiller citoyen, voilà, on est sur le cœur et c'est bien. Et donc là, ils se sont décidés, il y a 4 conseils citoyens à Boulogne, 2 veulent se constituer en association, dont un avec des coprésidents représentant chaque quartier, donc je sais pas si c'est l'effet RNMA qui monte jusque Boulogne, c'est possible aussi. C'est suite à la visite un joli mois de juin où il faisait très beau, ça multiplie là. Et par contre, au passage Chilequin, non, ils ne veulent pas, ils veulent faire des tables citoyennes où sincèrement, mais ils sortent les tables parce que, et je vous garantis qu'il fait beau parfois à Boulogne, parce qu'on mange dehors, où on sort les tables, on mange sur ce passage, et on interpelle les gens à venir boire un café, à partager un repas avec nous, de partager un repas soit en y amenant des denrées ou en cuisinant, et les conseils citoyens se font comme ça. Mais à un moment donné, c'est pas forcément l'habitant, toujours du passage, mais c'est peut-être aussi celui qui l'emprunte régulièrement, celui qui passe tous les jours, qui l'emprunte toujours parce que je sais pas, il gare sa voiture, il va bosser juste à côté, ou c'est un lieu de passage, ou c'est des enfants qui passent pour reprendre le bus du collège ou du lycée. Eux aussi sont des usagers du passage Chilequin, et donc peuvent aussi participer à ce conseil citoyen qui reste des tables ouvertes. Et on fait des propositions à la mairie, on remonte à la mairie des propositions d'action. Donc voilà, on est dans ces nouvelles modes de gestion de projet qui parfois un peu fatigant parce qu'on est tiraillé un peu de partout, parce qu'il faut toujours aller convaincre que c'est possible, et qu'ils savent aussi se prendre, ils ont le droit d'agir, et puis ils ont surtout le savoir d'agir, ils savent agir, ils savent s'organiser très bien. Voilà. Donc voilà un peu la présentation et l'expérience du Synapse boulonnais en quelques mots, parce que après, je vous invite surtout à y aller, parce que parfois il y a des choses qui ne sont pas racontables, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, il faut y aller, c'est marrant. D'un jour au l'autre, ça change, c'est comme le temps. Et voilà. Donc voilà, on a préféré construire ça que construire un local purement numérique et dédié qu'à ça. Parce qu'on s'enfermait dans quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité de territoire et aux besoins de territoire, parce que ce quartier-là, pendant 16 ans, il n'y avait rien eu. Donc c'est vrai qu'on avait la chance aussi de partir peut-être de rien. Donc voilà. Voilà un peu l'expérience des Hauts-de-France. Et plus particulièrement du territoire boulonnais qu'on a beaucoup aimé. Merci en tous les cas pour ces témoignages. On va repasser à la partie questions-réponses sur ces questions d'accompagnement. On a entendu vraiment beaucoup de choses. Moi, je voulais juste reprendre des mots qui nous parlent et sur lesquels, au sein du RNMA, on travaille beaucoup. La question, dès lors qu'on parle d'accompagnement, c'est la question du réseau, c'est la question du avec qui, du comment, pour reprendre ce cadre éthique et déontologique qu'il y a derrière au niveau des maisons, des associations avec leurs partenaires. Il y a la question de la réinterrogation du projet, même de la maison. Il y a la question de l'appui à la citoyenneté, ou à la démocratie participative, enfin avec tous les mots que ça peut revêtir derrière. La question de l'engagement, comment on soutient l'engagement individuel, collectif, de jeunes, comment on diversifie les modes d'action et d'accompagnement vis-à-vis de tous ces publics. Ça percute aussi la question de la gouvernance de la structure, mais aussi celle de l'organisation. On a entendu les mots tiers-lieu, d'autogestion, forcément d'évolution des pratiques professionnelles, comme vous avez été au moins 2 intervenants, mais enfin les 3, vous l'avez abordé.